Alors j'ai beaucoup de mal à parler sans bouger, ça va être assez complexe. Donc je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, je suis une spécialiste du tourisme, de l'innovation des robots, de l'intelligence artificielle et de leur intégration dans le service. Donc c'est aujourd'hui Philippe qui m'a donné le titre de mon intervention. Donc j'ai travaillé sur le sujet qu'il m'a proposé, qui était est-ce que vous avez la présentation, la bonne? Oui. C'est écrit âme forte. Oui. Pardon? Donc, qui est le robot est-il l'avenir de l'homme dans le tourisme? Ah non, ça, c'est pas moi. Alors ça, c'est celle d'avant, c'est la vôtre. Pardon? On va y arriver. Oui, âme forte. Oui. Voilà. Sophie Lacour. Absolument. C'est celle-ci. Voilà. Ah. On va y arriver. Bien sûr, ça va bugger. C'est la technique, c'est formidable. Faire une présentation sans image, en fait, c'est quasiment impossible pour moi parce que je vais aussi vous présenter des exemples. Ça va arriver. Je sais qu'elle arrive toujours au bout d'un certain temps. Il est très lourd, peut-être? Un petit peu, il y a des images. Parce que là, il bug à 88%. Ça, c'est effarant, ça. Ça, c'est terrible. Ah, ça y est. Ah non, elle est repartie en arrière. Ça y est, voilà. Okay. Donc le titre, le robot est-il l'avenir de l'homme dans le tourisme? Et depuis le début. Voilà. Et voilà. Formidable. Et j'utilise ça pour passer les slides. Oui, si tu veux bien. D'accord. Donc il existe des robots, je vais aller très très vite bien entendu, je m'adresse à un public qui sait ce que c'est qu'un robot, hein. C'est un dispositif mécatronique, c'est-à-dire de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. C'est mobile ou fixe, ça s'appelle, c'est matériel, donc comme vous pouvez connaître le petit Nao, ou c'est immatériel, donc là ça s'appelle un bot. Vous connaissez les chatbots dans votre métier, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Les robots, ça se nourrit d'intelligence artificielle, donc je vais pas vous faire quelque chose sur l'intelligence artificielle, 3 choses, des logiciels, des données, des capteurs, ça c'est ce dont se nourrit le robot. S'il n'a pas ça, le robot est une boîte de conserve vide, qui peut être certes jolie, mais sans aucun intérêt. Alors, l'intelligence artificielle, ça sert à répondre, par exemple, à dire prendre un parapluie avant de quitter la maison parce que le ciel est gris. Ça, c'est ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, et donc de dire à un robot. Nous sommes au temps de la robolution, les robots sont en train d'arriver, en particulier dans le monde du service. Nous l'avons en back-office depuis très longtemps, les robots existent par exemple dans l'industrie automobile depuis les années 50, mais en contact avec le public, c'est-à-dire dans le métier qui nous intéresse, c'est tout à fait nouveau, et je vais vous en parler avec plus ou moins de bonheur de leur intégration dans le tourisme. Alors, à quoi sert un robot dans le tourisme? Je vous fais un rapide panel de à quoi ça peut servir. Alors, par exemple, ça parle toutes les langues, c'est très pratique. Ça, c'est à Gand l'année dernière, dans un Marriott. Ils ont mis le petit Pepper, que vous connaissez peut-être, qui a fait de la télévision d'ailleurs, il y a quelques années, et qui est capable de parler toutes les langues. Donc ça, on voit très bien l'intérêt d'un robot au desk pour être capable. Donc, parce que même si les gens sont capables de parler 2-3 langues, ils sont incapables de parler la totalité des langues. Comme le tourisme est quelque chose qui est exponentiel dans le monde, nous avons de plus en plus de langues, donc un robot peut être extrêmement utile. Ça vous guide. Alors ça vous guide, vous avez ce robot que j'avais énormément qui s'appelle Norio. Alors je ne l'ai pas en bougeant, donc ça c'est au château d'Oiron dans les Deux-Sèvres. C'est un robot qui a été utilisé dans un château qui ne pouvait pas avoir d'ascenseur pour amener les personnes à mobilité réduite. Donc le conservateur a imaginé de prendre un robot et la personne à mobilité réduite du rez-de-chaussée guide le robot du premier. Donc ça, c'est très intéressant, ça permet de faire une visite, ça ne remplace pas du tout le guide conférencier, ce n'est pas le propos. Le propos est d'aider les personnes empêchées et les monuments dans lesquels on ne peut pas faire d'aménagement. Un robot, alors cette image, c'est une de mes images préférées sur le robot au desk dans un hôtel. Donc c'est au Japon, c'est une photo déjà quelques années, mais qui a la particularité de montrer, j'espère que je parle assez fort parce que je n'arrive pas à parler à côté du micro, donc qui a la particularité de montrer tous les robots que vous pouvez avoir à l'accueil, donc le petit Nao que vous avez là. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle un actroïde. C'est le professeur Ishiguro au Japon qui fait ce travail. Un actroïde, c'est un robot qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un être humain.
Donc c'est très troublant, c'est très intéressant. Et vous avez un dinosaure. Alors le dinosaure, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une enquête qui a été faite au Japon pour savoir ce que les gens voulaient avoir au desk, à l'accueil. Et ben c'est le dinosaure à nœud papillon qui a gagné. Donc ça explique aussi toute cette interculturalité, qui est très importante dans le tourisme. On ne peut pas transposer une solution d'un pays à un autre. Je ne sais pas si en France on serait content d'avoir un dinosaure, même avec un nœud papillon, qui nous accueille à un hôtel. Mais au Japon, ça a énormément de succès. Donc ça fait plein de choses, ça tombe, ça aspire, ça patrouille, ça fait le room service, ça lave, enfin, c'est bon, ça surveille même, hein, ça c'est le Kinect qui surveille, qui patrouille autour, alors dans les campus américains pour l'instant, mais qu'on peut imaginer à d'autres endroits. Ça fait le pain. Bon, alors on verra pas le pain, c'est pas très grave. Ça fait ça. Alors là, je vais faire frémir beaucoup d'entre vous, j'imagine. C'est-à-dire qu'un robot, maintenant, ça peut être un bras robotisé. Alors ce bras robotisé, j'ai choisi pour une raison particulière. D'une part, il peut faire la cuisine comme vous, enfin la cuisine, enfin, on va dire, il fait un repas, de la nourriture. Il fait de la nourriture comme vous pouvez le voir. Mais là, ce qui est extrêmement intéressant, comme vous le voyez là, c'est qu'on a filmé un cuisinier, on a filmé tous ses gestes et tout son process pour faire un plat, et il le reproduit à distance. C'est-à-dire qu'on peut avoir chez soi, à la maison, au restaurant, un grand cuisinier qui va inventer une recette, qui va se la faire filmer et qui va pouvoir la reproduire avec ses bras robotisés. Donc là, on est dans le à distance, le dématérialisé, mais on n'est pas que dans un robot qui fait la cuisine, on est dans un robot qui reproduit des gestes de professionnels. Alors, ça sert aussi dans les bars. Alors, pareil, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de raconter sa vie le soir à un barman robotisé, parce que je pense qu'il n'a aucune empathie vis-à-vis de vous. Mais en tout cas, ça se développe de plus en plus. Ça se développe au point que... Ouh, elle est très sensible, cette souris. Ça se développe au point que ça, c'est dans les rues de New York actuellement. C'est une voiture autonome avec un bras robotisé qui sert des cocktails que vous appelez sur votre smartphone. Et il arrive là où vous êtes et vous commandez vous-même le cocktail, voire un cocktail que vous inventez, et il le fera à la demande. Donc ça, on voit bien à quel point la robotisation est en train d'arriver absolument partout. Alors c'est divertissant, bien toujours au Japon, ça sert dans les casinos, ça fait du ping-pong, ça chante, ça danse, ça fait beaucoup de choses. Excusez-moi. Alors, donc, la question est, est-ce que c'est utile? La réponse est oui. Oui, c'est utile. C'est utile pour sa force, donc en back-office, par exemple, ou pour porter des bagages. C'est utile pour des tâches répétitives, des tâches très précises, pour le calcul, pour beaucoup de choses, l'anticipation, la compilation d'informations. Donc oui, là, c'est utile. On ne peut pas dire que le robot ou le bot, donc robot immatériel, n'a pas d'utilité. Mais... Ouf. Bon, ben je ne pourrais pas passer. C'était une diapo qui disait mais, juste mais, c'est tout. Mais il y a quand même des problèmes avec le robot. C'est en ça quand même qu'on va pouvoir voir que le robot n'est pas si extraordinaire que ça dans le tourisme. Par exemple, ça se trompe. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Le paradoxe de Moravec explique que ce qui est extrêmement simple pour un humain, ce que je me fais là, je bouge les bras, je parle en même temps, j'essaye d'appuyer sur une souris, je vous regarde, j'essaye aussi d'écouter la salle, comment est-ce qu'elle réagit. Un robot n'est pas capable de le faire. Alors qu'il est capable de calculer à une vitesse absolument extraordinaire, qu'aucun être humain, même le plus génial de tous les êtres humains, ne sera capable de faire. Par contre, des choses simples, il peut pas. Alors, il y a une anecdote à ce sujet que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle la parabole du char, où l'armée américaine avait demandé à une entreprise de lui faire un logiciel de reconnaissance d'images qui lui permettrait de reconnaître des chars ennemis dans des situations de guerre. Ils ont testé le logiciel, ils l'ont livré à l'armée américaine et une semaine après, l'armée américaine a rendu le logiciel en disant ça ne fonctionne absolument pas. Il reconnaît les chars une fois sur deux et une fois sur deux, il se trompe. Comment ça se fait? Les ingénieurs ont cherché, ils ont mis des semaines à chercher et ils ont trouvé que le hasard faisait que la majorité des images dont ils avaient nourri l'intelligence artificielle pour reconnaître tous les chars possibles et imaginables de la planète, il y avait des nuages sur les photos. Et donc, s'il n'y avait pas un nuage sur l'image, l'intelligence artificielle n'était pas capable de reconnaître que c'était un char. Donc on voit bien une chose qui ne nous vient même pas à l'idée en tant qu'être humain. Nous regarderons le char, nous ne regarderons pas ce qu'il y a autour, pouvait prêter à confusion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Alors à Stanford, par exemple, bon alors ça ne passe qu'une diapo sur deux, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est pas grave. Et ben voilà, à Stanford, par exemple, ils ont passé plein de choses. Il y a eu plein d'annonces qui ont été faites où on voyait que l'intelligence artificielle reconnaissait des images. Et puis moi, j'aime beaucoup, puisque je suis chercheur, aller plus avant. Et en page 5, on trouve ça. Donc lui, l'intelligence artificielle dit que c'est une femme qui tient un ours en peluche dans ses bras.
Pour un humain, ça n'a pas de sens. En aucune manière, il ne voit ça. L'intelligence artificielle, elle l'a interprété comme ça, donc on voit bien que ça a quand même des limites, le monde humain étant extrêmement complexe. De la même façon, c'est capable, donc ça c'est une annonce qui a été faite, tous les ans quasiment on fait, l'intelligence artificielle reconnaît toutes les émotions, donc là c'était 21, 25, 30, 35, on s'en fiche. Donc oui, c'est capable, donc par exemple sur cette image de la passation de pouvoir entre Trump et Obama, on voit bien que l'intelligence artificielle a été capable de reconnaître qu'il y en avait un qui était heureux et que l'autre ne l'était pas. Hein, donc elle a analysé les expressions faciales. Mais on se rend compte que en sciences de l'information, donc je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, on se rend compte que une expression ne peut être comprise que dans un contexte. Donc j'ai choisi cette image parce qu'effectivement, le même contexte peut faire des réactions extrêmement différentes. Et donc, oui, il y a... J'aime beaucoup la technique, c'est toujours extraordinaire. Oui, il y a 21 expressions, mais en fait, il y a énormément d'expressions secondaires, des choses que la machine n'est pas capable de comprendre. Donc déjà, l'acceptation, la confiance, la culpabilité, mais même culturellement. Culturellement, nous n'avons pas la même notion de culpabilité, par exemple. Donc l'intelligence artificielle, il va falloir qu'elle travaille, mais pendant des années, voire des siècles, voire jamais, pour arriver à comprendre la subtilité des expressions que nous pouvons avoir. Donc, elle n'est pas vraiment capable de reconnaître les émotions. Elle reconnaît des bouts d'émotions, mais elle n'est pas capable de les contextualiser. De la même manière, il y a ce qu'on appelle le dilemme social. La machine n'a aucune morale. Elle a la morale qu'on lui donne. Si on ne lui donne pas de morale, si on ne lui donne pas de principes moraux, elle n'en aura pas. Elle ne pourra pas, par exemple, si elle est confrontée, bon, elle ne pourra plus l'être, mais confrontée aux Beatles dans la rue, choisir quel Beatles écraser. C'est une des problématiques de la voiture autonome, réelle, puisque, en plus, encore une fois, c'est culturel. Culturellement, nous n'avons pas les mêmes attendus. Nous ne sauvons pas les mêmes personnes. Enfin, là, il y a des études, je pourrais en parler pour les personnes que ça intéresse, mais des études qui ont été faites justement à ce sujet-là. Et ce n'est pas sûr. Là, des grands chercheurs, en fait, tous affirment que pour tous les objets connectés, on peut remplacer le mot intelligent, en fait, par le mot vulnérable. Et ça, c'est un très gros problème auquel nous sommes confrontés avec l'intelligence artificielle actuellement. En plus, on a des rapports assez bizarres avec lui. Alors ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été confrontés à ce qu'on appelle le Tamagotchi, qui est donc le début, en fait, de la relation affective avec une machine. Vraiment, on n'avait jamais fait ça jusqu'à présent. Et beaucoup d'enfants ont pleuré le soir après avoir oublié leur Tamagotchi chez leur grand-mère en week-end et l'avoir laissé mourir, parce que le Tamagotchi mourait, effectivement. Il s'éteignait en poussant des petits cris, c'était terrible et poignant. Mais c'était le début de la relation émotionnelle avec la machine. La relation émotionnelle avec la machine, elle est ambiguë pour cette raison-là. Les marketeurs savent très bien avoir une gentille voiture, comme une Trabant électrique, hein, ça existe, une Trabant, une méchante voiture, une machine à café étonnée. Mais ce qu'il y a de plus en plus extraordinaire dans le cerveau humain, c'est qu'il n'y a même pas besoin que ce soit voulu par un marketeur, puisque vous avez tous sûrement déjà vu d'étonnés lavabos, de méchants balais et des poivrons souffrants. Et pourtant, ça n'a été voulu par personne. Et vous voyez, le poivron, vous le voyez réellement en train de pousser des cris de désespoir d'avoir été coupé en deux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme et la pareidolie, c'est-à-dire cette capacité qu'en tant qu'être humain, nous avons à rentrer en empathie avec n'importe quoi qui ressemble à un humain. C'est absolument extraordinaire. Donc, c'est une stratégie sociale qui a des billions d'années, en fait, qui nous permet de vivre ensemble et en communauté, mais que nous appliquons même à des robots, à des machines, à des poivrons, à des balais, à n'importe quoi. Ceci fait que nous avons une relation très particulière avec les robots. Très particulière au point que... Oh. D'accord, c'est pas grave. Nous entrons en empathie avec le robot. Donc, on rentre en empathie avec des robots, donc comme celui-là, qui est un robot qui a été présenté il y a quelques années. C'est Boston Robotics qui fait ça, en le reconnaissant parce qu'il ressemble à un humain. Mais on rentre en empathie avec lui, c'est-à-dire avec un petit phoque, hein, qui est utilisé beaucoup en gérontologie, avec un petit phoque qui juste se contente de cligner des yeux. Et rien que le fait de cligner des yeux le fait rentrer en empathie avec l'être humain. Donc, c'est une relation particulière que nous avons avec cet objet.
particulières au point que on les épouse, parce que à travers le monde, plusieurs personnes ont déjà épousé, alors c'est bien sûr pas reconnu officiellement, mais ont épousé leurs robots, vivent avec des robots, hein, ce sont des cas réels. Il y a même une femme en France qui réclame le droit de pouvoir vivre avec son robot, qui est un véritable robot, parce qu'il y a aussi des gens qui ont épousé des Tamagotchi. Bon, ça montre qu'on peut épouser n'importe quoi, mais en tout cas, parce que épouser un Tamagotchi, quand même, je pense que la relation est assez plate. Même avec une poupée, je pense. Enfin bon, après c'est autre chose. Donc, alors là, bien sûr, on était plus dans un. Ça, c'était de l'événement. Hein, ça, c'était l'événementiel. Mais c'est réel. On a vraiment des gens qui épousent et ont des relations extrêmement ambiguës avec leur machine. Ce que les robots ne peuvent pas faire, parce qu'on voit qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne sont pas faites. Alors, par exemple, le raisonnement et la contextualisation. Donc, on pose à un robot, une intelligence artificielle, quelle est la ville de naissance d'Abraham Lincoln. Donc ça, il peut répondre, il n'y a pas de souci. On peut lui demander combien est-ce qu'il y a d'habitants dans cette ville. Aucun problème, là, il est capable de répondre. C'est terrible. Voilà, par contre, si on lui demande combien y a-t-il d'habitants dans la ville de naissance d'Abraham Lincoln, pour l'instant, aucune intelligence artificielle n'est capable de répondre à ça. C'est incroyable. C'est pourtant, ça vous semble une réponse extrêmement simple, une déduction. En plus, vous avez les deux réponses avant. Donc, n'importe quel être humain, je pense, dès l'âge de 10 ans, est capable de donner la réponse. Une intelligence artificielle n'est pas capable. C'est trop profond, c'est trop loin. L'interaction, la compréhension est beaucoup trop lointaine pour elle. Elle ne peut pas répondre à une question comme celle-ci. Alors, la diapo d'avant qui a sauté, puisque c'est une diapo sur deux, c'était l'humour. Hein. Alors, il y a un humour universel hein, qui a déjà été formalisé par certains chercheurs. Effectivement, par exemple, la peau de banane, tomber sur une peau de banane fait rire la planète entière. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans le jeu de mots, dès qu'on commence à rentrer dans la contextualisation, dans par exemple les blagues sur les blondes, hein, certains pays ne peuvent pas comprendre les blagues sur les blondes. Et certaines époques ne comprendront pas les blagues sur les blondes. Donc, on voit bien aussi que sur l'humour, il y a un problème. Donc, il y a un problème sur ça. L'agilité physique, ça, c'est extrêmement simple. Nous bougeons, on a un peu moins de 700 muscles, nous bougeons nos 700 muscles sans se poser la question. Ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un apprentissage. Alors que pour une machine, 700 actuateurs bouger en même temps, c'est quasiment impossible. Elle ne peut pas encore. Et même quand elle pourra le faire, de toute façon, elle ne sera pas capable de s'adapter à n'importe quoi. Notre particularité humaine, la particularité du vivant, est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Même situation extérieure, par exemple de grand froid, vous avez tous eu des grands chauds, où vous avez votre PC qui bug parce qu'il fait plus de 30 dans votre pièce, dans votre bureau. Ben, nous ne buguons pas. Enfin, un peu, mais on peut travailler, on peut continuer à travailler. Et l'énergie, c'est tout bête, mais pour l'instant, l'être humain, grâce à ses glucides et à ses protéines, a une densité, en fait, une capacité de rester pas mal de temps, quand même, voire quelques jours, vivant et donc capable de faire des choses, alors que la machine, pour l'instant, si vous la débranchez, elle n'existe plus, hein, où elle va au bout de sa batterie et nous avons tous eu des téléphones qui finissaient leur vie dans notre poche. Et dernière chose que l'être humain est capable de faire et pas la machine, c'est le vécu. Alors j'ai une anecdote à ce sujet-là. J'étais dans les Deux-Sèvres, dans un hôtel que je ne citerai pas, où vous savez que dans les hôtels, on n'a pas le droit de dire allez dans tel restaurant, je n'ai pas le droit, je peux pas, etc. Bon, on discute, hein, nous sommes entre êtres humains justement, et j'ai fini par demander à la personne qui était au comptoir, bon bah écoutez quand même, pour votre mariage, quand vous faites des fêtes, où est-ce que vous allez? Et elle m'a dit ça. Pour ses 80 ans, j'ai emmené ma grand-mère dans ce restaurant. Un robot m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru. Enfin, je sais qu'il n'a pas de grand-mère, je sais qu'il s'en fiche, je sais qu'il n'a pas d'émotion. Donc, ça ne marchera pas. L'être humain est la seule personne, la seule unité capable de rentrer en empathie et de vous faire partager son vécu, son émotion et ce qu'il pense. Lui, on le croira, l'être humain. Alors, bon, c'est pas grave. La tentation de... Je le saurai pour la prochaine fois, je ferai un diapo sur deux, le reste, je le laisserai blanc. La tentation de tout laisser à l'IA, c'est aussi un gros problème auquel nous sommes confrontés actuellement. Que vous ayez des enfants ou pas, vous savez quand même que les jeunes ont un gros problème d'addiction, en fait, aux machines et à l'intelligence artificielle. Oh, c'est terrible. Je sais pas... Oui, on peut pas passer... Voilà. Alors là, je vous ai montré quelques petites choses que j'ai trouvées un peu étranges. Alors bien sûr, j'ai été dans l'extrême, mais c'était pour vous prouver. Alors ça, c'est en Chine, tout en haut. C'est une reconnaissance faciale pour obtenir 90 cm de papier toilette. C'est tout. Hein, et vous avez 10 minutes de latence entre les deux.
C'est-à-dire que vous êtes obligé d'attendre 10 minutes pour avoir 90 autres centimètres de papier. Vous avez des gens qui ont sorti ça. Alors, moi, je reviens du CES où j'ai fait une expédition tourisme au CES et beaucoup de choses comme ça, de reconnaissance faciale pour donner des croquettes qu'à votre chien. Des fois, qu'il y aurait des chiens qui rentrent chez vous quand vous n'êtes pas là pour aller piquer les croquettes de votre chien. Peut-être que ça existe. Ou alors, vous avez un chien que vous préférez, donc vous ne le donnez qu'à ce chien-là. Je ne sais pas absolument pas pourquoi c'est vraiment utile, mais ça existe. Et là, c'est en Chine, encore, un professeur qui a mis la reconnaissance faciale pour savoir si ses étudiants s'ennuient. Moi, je suis prof depuis 20 ans. Quand mes étudiants s'ennuient, je le sais. Enfin, sinon, je suis un mauvais prof. En tout cas, moi, je considère ne pas être un bon prof si je ne suis pas capable de voir ça. Donc, est-ce qu'il faut vraiment tout laisser à l'intelligence artificielle? Je pense qu'il y a quand même des limites. Il faut savoir raison garder, comme disait un homme politique, et ne pas se laisser avoir surtout. Alors, pendant ce temps-là, chez Alibaba, parce que je viens donc de vous dire que le robot n'était peut-être pas l'avenir de l'homme dans le tourisme, mais Alibaba, lui, de son côté, il court. Alors, pareil, est-ce que vous pouvez pousser? Je vous remercie beaucoup. Ah, bon, ben, c'était la bonne, je les ai intervertis. Donc, vous avez ça, le check-in, l'ascenseur, c'est de la reconnaissance faciale. L'accès à la chambre, reconnaissance faciale. La chambre, commande vocale Alibaba, pas Alexa, Amazon, rien. Alibaba à l'intérieur de la chambre pour ouvrir les rideaux, baisser le radiateur, etc. Le restaurant, plat commandé par l'appli, robot serveur. Le bar, bras robotique. Et alors, ce que j'apprécie beaucoup, le règlement par la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que vous prenez un plat dans le restaurant, immédiatement, la reconnaissance faciale vous reconnaît et le met sur votre note directement, donc il n'y a pas d'ambiguïté, vous avez consommé, on a la preuve que vous avez consommé, et c'est directement débité sur votre note. Je vous laisse regarder. Donc là, c'est quelqu'un qui veut commander un repas, un hamburger. Donc ça part, il l'a fait avec son appli, ça part directement à la cuisine. Vous avez un petit robot qui arrive, le cuisinier met le plat dans le petit robot, parce que c'est quand même un cuisinier qui fait la cuisine, en tout cas pour l'instant encore. Le petit robot, on va nous montrer son agilité, donc il est capable de tourner, ce qui est quand même assez extraordinaire. Après, vous allez voir qu'il est aussi capable de prendre l'ascenseur. Voilà, donc il se met devant l'ascenseur. Ce qui est amusant, c'est à Cupertino, quand ils avaient lancé ça au début, il n'était pas capable de prendre l'ascenseur. Il fallait que quelqu'un accompagne le robot pour prendre l'ascenseur. Alors, comme il est gentil et poli, vous voyez, comme il vous reconnaît, grâce à la reconnaissance faciale, bah, il parle un petit peu avec vous dans l'ascenseur, il en profite. Il va sûrement vous vendre des trucs aussi, j'imagine, dans l'ascenseur. Et puis, il sort. Alors là, il est capable de reconnaître qu'il y a des êtres humains, donc il les évite. C'est vraiment un exploit technologique. Là, je ne blague pas, c'est réellement assez extraordinaire d'arriver à ça, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, il évite des humains, sûrement qui n'avaient rien à faire là, puisque c'est un humain, donc il n'était pas prévu. C'est le problème de l'humain, c'est qu'il est imprévisible. Et il arrive devant la chambre d'hôtel. Il envoie un petit SMS, une commande, en fait, c'est sur la télévision, et la personne peut se servir. Alors, vous avez des témoignages, donc des témoignages qui disent c'est rapide, c'est sûr, je peux rentrer dans ma chambre en 1 minute. Ça, ce sont de véritables témoignages de clients. C'est un lobby tellement différent, c'est vide, mais c'est peut-être le genre de vide de l'avenir. J'aime beaucoup cette phrase, le vide de l'avenir. C'est peut-être les robots, effectivement, ce qui est assez paradoxal. Ce qui va être le vide de l'avenir, que ce soit des robots. Conclusion. Donc, conclusion. L'ère des robots, la révolution, donc ça c'est Altran qui a sorti ça, hein, c'est-à-dire remplacer les hôtesses par des robots. Moi qui suis terrifiée en avion, je détesterais ne pas avoir d'être humain à côté de moi, mais c'est un point de vue personnel. Donc nous sommes dans l'ère des robots. Dans le tourisme, ils ont déjà leur place. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé au CES, c'était une start-up française. Donc vous voyez, c'est un robot qui sert des bières. Voilà, et qui a... Non, mais c'est pas grave. C'est moi qui l'ai passé, je m'en suis pas rendu compte. Voilà, donc c'est un robot qui sert des bières. Il n'était pas convaincu lui-même, c'était assez extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce start-upper qui n'était pas convaincu du produit qu'il vendait lui-même en disant que ça n'avait peut-être pas tant d'intérêt que ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il dit au CES. Ensuite, s'il vous plaît, je vous remercie. Donc, ça se trompe. Hein. Parlez-vous l'humain? C'est la véritable question qu'on peut poser à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça parle humain? En fait, non, pas vraiment. Et c'est pas à nous de devenir des robots friendly, c'est-à-dire de nous adapter à la machine. Donc, la suivante, s'il vous plaît, je vous remercie. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que des algorithmes. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, le robot en soi, c'est de l'ingénierie, mais c'est aussi de la philosophie. Et ça, je déplore qu'en université, on n'apprenne pas ça aux gens qui créent les algorithmes. C'est de la philosophie, c'est de la sociologie, c'est de la psychologie.
c'est de l'anthropologie aussi, des neurosciences et des sciences sociales qui sont pour moi indispensables, sinon jamais on intégrera l'intelligence artificielle et les robots dans notre monde actuel. L'innovation, donc l'innovation, je suis pour, je prône l'innovation, mais c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et ça, c'est une photo d'un hôtel, enfin d'un bar japonais. Il y a personne. Vous avez une tablette pour commander et puis pour aller jouer, et vous avez juste de quoi remplir votre téléphone. C'est tout. Il n'y a plus rien. Hein, et c'est à perte de vue parce que c'est immense. Je vous remercie. L'humain est très performant, donc 80% de nos interactions avec les autres passent par la communication non verbale, donc ce dont je vous parlais, avec la capacité d'un robot. Je vais aller plus vite, je vais sauter celle d'après. Il faut donc s'adapter, parce que le touriste du futur, c'est lui. L'enfant actuel, c'est lui, c'est un être connecté, c'est un être qui sera badgé, c'est un être qui aura peut-être des ports USB derrière l'oreille, c'est pas sûr, mais en tout cas, il portera des artefacts qui lui permettront de communiquer avec des machines, il sera volontaire pour ça. Et il interagira avec les robots depuis l'enfance, comme cette petite fille qui rencontre en fait un chauffe-eau dans la rue. Et pour elle, c'est pas un chauffe-eau, c'est un robot. Et elle lui dit « Ah, il y avait une fin. I love you, robot. » La chute a un peu ratée, mais interagissant avec les robots depuis l'enfance. Voilà, je vous remercie. Ça a été un peu rapide, je suis désolée, le temps a parti. Un tout grand merci. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis là ce soir. Et tu viens au dîner. Voilà, je pense que ça sera plus simple. Donc, ce que je propose, c'est de reporter la séance de questions au dîner, parce que sinon, on va plus pouvoir sortir, on va être enfermé jusque lundi dans l'Assemblée nationale. Voilà, donc je vais vous demander d'évacuer la salle, le bâtiment assez rapidement. On a un tout petit peu excédé notre temps de parole et je vous revois tous au CFA Médéric à 19h pour le dîner de gala. Merci beaucoup, à tout à l'heure.